La tasse de café est restée sur la table, et elle est devenue froide. Mais ce n'est pas le liquide sombre qui a pris la température de la pièce. C'est quelque chose à l'intérieur de toi. Un froid qui ne vient pas de la fenêtre, ni du courant d'air sous la porte. Un froid qui monte du ventre, qui serre la gorge, et qui a un goût de métal et de mémoire. Le téléphone est posé à côté, écran retourné. Il n'a pas vibré, il n'a rien dit. Et c'est précisément ce rien qui est devenu un bruit assourdissant dans ton système nerveux. Tu te dis que c'est ridicule. Une adulte, une femme qui gère sa vie, ses responsabilités, ses projets, qui s'effondre intérieurement parce qu'un homme n'a pas envoyé de message. La partie logique de ton esprit, cette voix claire et presque moqueuse, essaie de rationaliser. Il est occupé, il a des problèmes, il est simplement comme ça, moins communicatif. Peut-être même qu'il ne pense pas à toi. Cette dernière pensée est la plus cruelle, mais même elle, la logique essaie de l'utiliser comme un anesthésiant. Si ça ne compte pas pour lui, pourquoi est-ce que ça devrait compter pour toi ? Mais la douleur que tu ressens n'est pas logique. Elle est d'une toute autre nature, d'une toute autre profondeur. Elle est disproportionnée. C'est une douleur de 10 tonnes pour un événement d'1 gramme. Et c'est là, dans cette disproportion, que se cache la véritable histoire. Ce n'est pas son silence d'aujourd'hui qui te fait si mal. C'est l'écho que ce silence réveille. Son silence, c'est juste la main qui a frappé à une très vieille porte, une porte que tu pensais condamnée, ou du moins que tu avais appris à ignorer. Et derrière cette porte, il y a une blessure ancienne. Une blessure qui n'a rien à voir avec lui, mais qui a tout à voir avec toi. Cette douleur, tu la connais. Elle a la texture familière d'un drap d'enfant, celui dans lequel tu t'enveloppais quand tu te sentais seul. Elle a l'odeur d'un couloir d'école où personne n'est venu te chercher. Elle a le son d'une question que tu n'as jamais osé poser à voix haute. Suis-je assez importante pour qu'on pense à moi quand je ne suis pas là ? Et son silence aujourd'hui n'est pas une réponse, c'est la réactivation de la question. Voilà pourquoi ça fait si mal. Ce n'est pas une simple déception amoureuse, c'est une crise existentielle miniature, un effondrement de la perception de ta propre valeur, orchestré par l'absence d'un signal sur un écran. Tu ne te sens pas seulement ignoré, tu te sens invisible, effacé. Comme si son absence de communication était la preuve que tu n'existes pas vraiment, ou du moins que ton existence est conditionnée à sa reconnaissance. Ce n'est pas lui qui te fait ça, c'est la structure de ta propre psyché qui utilise son comportement comme un déclencheur. En psychologie jungienne, on parlerait d'un complexe. Un nœud d'énergie psychique, formé autour d'une expérience émotionnelle forte dans le passé qui reste active dans l'inconscient. Ce complexe est comme un aimant. Dès qu'une situation dans le présent ressemble, même de loin, à la situation originelle, le complexe s'active et attire à lui toute ton énergie, toutes tes émotions. La réaction n'est plus à la situation présente, mais à la somme de toutes les fois où tu t'es senti comme ça. C'est pour ça que la douleur est si lourde. Tu ne portes pas le poids de son silence, tu portes le poids de toute une vie de silence. Et la première étape, la plus difficile et la plus libératrice, n'est pas de chercher à comprendre son silence à lui, c'est de reconnaître l'existence de cette blessure en toi, de la regarder sans jugement, de dire « je vois que cette douleur est plus grande que lui, je vois qu'elle est ancienne, je vois qu'elle est mienne ». Cette reconnaissance est le premier acte de la construction d'une nouvelle identité. Car tant que tu penses que la douleur vient de lui, tu lui donnes le pouvoir de la guérir. Et tu restes prisonnière, attendant qu'il te donne la clé d'une serrure qui est à l'intérieur de toi. Cette douleur n'est pas une faiblesse, c'est une information. C'est une partie de toi, mise de côté, exilée dans l'ombre, qui frappe à la porte de ta conscience et dit « Il est temps de t'occuper de moi ». Pas en trouvant quelqu'un pour me faire taire, mais en apprenant enfin à m'écouter. Si tu reconnais cet endroit, ce point de douleur disproportionné, tu peux nommer pour toi ce qu'il réveille. Pas besoin de l'écrire, juste de le voir. Est-ce la peur de l'abandon ? Le sentiment de n'être jamais choisi ? La honte de ne pas être assez ? Nommer la blessure, c'est le début de la fin de son pouvoir. Bien sûr,
Une partie de toi veut encore des explications sur lui. C'est humain. L'esprit a horreur du vide, et son silence est un vide immense que tu tentes de meubler avec des scénarios. Scénario 1. Il est terrorisé par la profondeur de ses sentiments pour toi. C'est le scénario romantique, celui qui transforme son absence en preuve d'amour. Il est si bouleversé qu'il doit prendre de la distance pour ne pas perdre le contrôle. Ce scénario est un baume, un anesthésiant puissant. Il te permet de continuer à attendre, mais avec une sorte de noblesse tragique. Tu attends celui qui a trop peur d'aimer. Scénario 2. Il est narcissique, manipulateur, et son silence est une technique de pouvoir, le fameux traitement silencieux, pour te garder sous son contrôle, te faire douter, te rendre dépendante de la prochaine miette d'attention. Ce scénario transforme la douleur en colère. C'est aussi une forme de protection. Si c'est un monstre, alors tu n'as pas à te sentir inadéquate. Tu es une victime, et ta douleur est légitime. Scénario 3. Le plus banal est peut-être le plus douloureux. Il s'en fiche. Il est passé à autre chose. Il parle à quelqu'un d'autre. Tu n'étais qu'une option, une distraction, et maintenant, la distraction est terminée. Ce scénario active la honte la plus pure, le sentiment d'avoir été stupide, d'avoir tout imaginé, d'avoir donné de l'importance à quelque chose qui n'en avait aucune pour l'autre. La vérité, c'est que tu ne sais pas, et la vérité la plus profonde, c'est que ça n'a presque pas d'importance. N'importe lequel de ces scénarios pourrait être vrai, ou un mélange des trois, ou quelque chose de complètement différent. Mais tant que ton énergie est investie à résoudre l'énigme de sa psyché, tu n'es pas en train de t'occuper de la tienne. Le vrai travail ne commence pas quand tu as la réponse sur lui. Il commence quand tu réalises que tu n'as pas besoin de cette réponse pour guérir. Son silence est devenu un écran de projection parfait pour ton ombre. L'ombre, en termes jungiens, c'est tout ce que nous refusons de voir en nous. Et dans cette situation, l'ombre peut porter plusieurs visages. Le visage de la femme dépendante, celle qui a besoin de l'approbation d'un homme pour se sentir exister. Tu la détestes, tu la juges, tu la trouves pathétique, et pourtant, c'est elle qui pilote ton corps et te fait vérifier ton téléphone 50 fois par heure. Il y a aussi le visage de la femme en colère, celle qui a envie de hurler, d'envoyer un message rageur, de le forcer à réagir. Tu la réprimes parce qu'elle n'est pas digne ou élégante, mais sa fureur est une énergie de vie immense qui demande à être reconnue. Et surtout, il y a la projection de ton animus. L'animus est l'image intérieure de l'homme, l'archétype du masculin dans la psyché d'une femme. Quand il est inconscient et négatif, il devient un juge intérieur, un critique sadique. Et ce qui se passe, c'est que tu projettes cette figure sur lui. Son visage devient le visage de ton juge intérieur. Son silence devient la voix de ton juge intérieur. Chaque minute qui passe sans message, c'est ton propre animus qui te murmure à l'oreille. Tu vois, tu n'es pas assez. Pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez intéressante. S'il tenait vraiment à toi, il écrirait. Son silence est la preuve irréfutable de ton manque de valeur. Tu n'es donc pas en guerre contre lui. Tu es en guerre contre une partie de toi-même qui a emprunté son visage pour te torturer. C'est un théâtre d'ombre cruelle où tu es à la fois la victime, le bourreau et le public. Le début de la nouvelle identité, c'est de refuser de continuer à jouer cette pièce. Ça ne commence pas par une action spectaculaire. Ça commence par un déplacement subtil de l'attention. Au lieu de regarder le téléphone, tu regardes tes mains qui tremblent en le tenant. Au lieu de te demander ce qu'il fait, tu te demandes « Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, là, maintenant ? La gorge est-elle serrée ? Le ventre est-il noué ? La respiration est-elle courte ?» Tu ramènes l'attention de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un acte révolutionnaire. Tu cesses de scanner le monde pour trouver une preuve de ta valeur et tu commences à habiter ton propre corps, ta propre réalité. Tu ne cherches plus à calmer la douleur, mais à l'écouter. Qu'est-ce que ce ventre noué essaie de te dire ? Peut-être te dit-il « J'ai peur. J'ai peur d'être abandonné. De nouveau. » Et au lieu de répondre « Tais-toi, c'est ridicule », tu peux essayer de répondre « Je sais. Je suis là. Je ne t'abandonnerai pas. » Tu commences à devenir ton propre parent. La mère ou le père que tu n'as peut-être pas eu à ce moment précis,
Celui qui aurait dû te dire « ta valeur n'est pas négociable. Mon silence ou mon absence ne dit rien de toi. » En faisant cela, tu commences à retirer la projection de l'animus. Tu reprends le pouvoir de te juger, ou plutôt, le pouvoir de ne plus te juger. Son silence redevient progressivement ce qu'il est, son silence, un fait qui lui appartient. Il cesse d'être une sentence sur ta vie. C'est un processus lent, ce n'est pas une illumination. Il y aura des jours où tu retomberas dans le piège, où la douleur semblera de nouveau venir entièrement de lui. Mais quelque chose aura changé. Une petite graine de conscience aura été plantée. Tu sauras, même au cœur de la tempête, que cette tempête est en toi, et que tu as le pouvoir non pas de l'arrêter, mais de naviguer différemment. Imagine une scène. Tu es dans ta cuisine, un après-midi. La lumière filtre à travers la fenêtre. Tout est calme. Et soudain, sans raison, une vague de tristesse et d'angoisse te submerge. Ton premier réflexe est de penser à lui. C'est à cause de lui, de son silence. Tu prends ton téléphone, l'envie de vérifier s'il est en ligne. S'il a posté quelque chose, s'il existe encore, te brûle les doigts. C'est l'ancien chemin, le chemin familier de la douleur. Mais maintenant, tu as une autre option. Tu peux t'arrêter. Juste une seconde. Tu respires. Tu regardes la lumière sur le sol. Tu sens le carrelage froid sous tes pieds. Et tu te poses la question, à quand remonte la première fois où je me suis senti comme ça ? Pas une sensation similaire, exactement celle-ci. Ce mélange d'attente, d'espoir et de certitude imminente de la déception. Et peut-être qu'une image te viendra. Une image qui n'a rien à voir avec lui. Tu as 6 ans. Tu es assise sur les marches devant la maison. Tu attends que ton père rentre du travail. Il t'a promis qu'il jouerait avec toi. Tu attends. Chaque voiture qui passe dans la rue fait bondir ton cœur. Est-ce lui ? Non. Tu attends encore. Le soleil descend. La lumière change. Les ombres s'allongent. Et tu commences à sentir ce froid monter en toi. La compréhension lente, terrible, qu'il ne viendra pas. Ou qu'il rentrera tard, fatigué, et qu'il aura oublié sa promesse. Et dans ce moment, tu ne te dis pas « mon père est fatigué ». Tu te dis « je ne suis pas assez importante pour qu'il se souvienne ». Cette scène, ou une autre, est la source. C'est le plan original de la blessure. Ce que tu vis avec cet homme aujourd'hui n'est qu'une réplique, une reconstitution inconsciente. Ta psyché, dans sa tentative maladroite de guérir, te remet dans la même situation, encore et encore, en espérant que cette fois, la fin sera différente. En espérant que cette fois, la voiture s'arrêtera, la porte s'ouvrira, et il dira « Je suis là. Tu es la chose la plus importante pour moi. » Tant que tu attends cela de l'homme d'aujourd'hui, tu es condamné à revivre la blessure de l'enfant de 6 ans. La guérison ne consiste pas à obtenir de lui qu'il joue enfin le rôle du père parfait. La guérison consiste pour toi, l'adulte d'aujourd'hui, à aller t'asseoir sur les marches à côté de cette petite fille, à la prendre dans tes bras et à lui murmurer « Je suis là, c'est moi qui vais jouer avec toi. Tu n'as plus besoin d'attendre. Ta valeur n'a jamais dépendu de sa mémoire ou de sa présence. Regarde, nous sommes ensemble maintenant. » C'est ça, le début de la nouvelle identité. C'est une identité qui n'est plus celle qui attend, mais celle qui se trouve. Une identité qui n'est plus définie par une absence extérieure, mais par une présence intérieure. C'est un travail colossal. C'est l'œuvre d'une vie. Mais ça commence par un simple silence, un jour ordinaire, qui a fait tellement de bruit qu'il t'a forcé à écouter enfin la seule voix qui compte vraiment, la tienne. Le chemin pour construire cette nouvelle identité est pavé d'inconfort. Le corps, habitué à l'adrénaline de l'attente et au cortisol de l'anxiété, peut trouver le calme suspect. Le vide laissé par l'obsession est d'abord vide. Il n'est pas immédiatement rempli de paix et de joie. C'est un espace vacant, et l'ancien schéma va tout faire pour le combler avec ce qu'il connaît. La rumination, l'analyse de ses moindres faits et gestes, la création de nouveaux scénarios. Ta psyché est comme une maison qui a été organisée pendant des années autour d'un courant d'air.
Tous les meubles sont placés pour l'éviter, des couvertures sont coincées sous la porte. Quand tu répares enfin la fuite, la maison semble étrange. Le silence est différent. L'air ne bouge plus de la même manière. La première réaction n'est pas le soulagement, mais une sorte de désorientation. Que faire de tout cet espace ? Que faire de toute cette énergie qui était consacrée à gérer le courant d'air ? C'est là que l'ancienne identité, celle de la femme qui souffre d'amour, va tenter de reprendre le contrôle. Elle va te murmurer que cette souffrance, au moins, était vivante. C'était intense. Ça te donnait un rôle, une histoire à te raconter. Tu étais l'héroïne d'un drame romantique. Sans ce drame, qui es-tu ? La question est terrifiante. Le calme peut ressembler à la mort. Tu peux alors te surprendre à vouloir recréer le drame. Envoyer un message, juste pour voir. Regarder ses réseaux sociaux pour trouver un indice, une preuve qu'il pense à toi, ou pire, une preuve qu'il ne pense pas à toi. Juste pour ressentir à nouveau cette décharge familière de douleur. La douleur familière est souvent préférée à une paix inconnue. C'est le principe du trauma bond, le lien d'attachement traumatique. Le système nerveux devient accro aux montagnes russes émotionnelles, et la stabilité lui paraît ennuyeuse. C'est une étape cruciale. C'est le moment de ne pas juger cette impulsion, mais de la voir pour ce qu'elle est. Une tentative de l'ancien système de survie de retourner à ce qu'il connaît. Tu peux observer cette envie de vérifier ton téléphone et te dire « Tiens, voilà la vieille habitude. Voilà la partie de moi qui a peur du vide. Ce n'est pas moi, aujourd'hui. C'est juste une vague du passé. » Tu n'as pas besoin de lutter contre elle. Tu peux juste la laisser passer, comme un nuage dans le ciel. Et puis, tu commences à remplir ce vide. Non pas avec un autre homme, ce qui serait juste remplacer une obsession par une autre, mais avec toi. Qu'est-ce que tu aimais faire avant que ton attention ne soit entièrement capturée par lui ? Quelle musique te fait du bien ? Quel ami n'as-tu pas appelé depuis longtemps ? Quel livre est sur ta table de chevet depuis des mois ? Tu commences à faire des micro-actions qui ne sont pas pour lui, pas contre lui, mais simplement pour toi. Tu remets du bois dans ta propre cheminée, au lieu de passer ton temps à essayer de te réchauffer à la lueur lointaine et incertaine de la sienne. Et quelque chose de miraculeux se produit. Ton centre de gravité, qui était placé en lui, dans son téléphone, dans sa réponse, commence lentement à revenir à l'intérieur de ton propre corps. Tu sens ton poids sur la chaise. Tu sens la chaleur du soleil sur ta peau. Tu recommences à habiter ta vie. Si tu sens que tu es à ce tournant, où tu commences à vouloir ramener l'attention à toi, écris juste un mot pour toi-même, même mentalement. Un mot qui symbolise ce que tu veux nourrir à la place de l'attente. Présence, créativité, calme, le tien. Et c'est là qu'intervient l'épreuve, inévitablement, le test du réel. Alors que tu commences à peine à trouver un nouvel équilibre, que le silence extérieur commence à coïncider avec un début de silence intérieur, son prénom apparaît sur l'écran de ton téléphone. Un message. Peut-être juste 2 mots. Ça va ? Le corps réagit avant la pensée. Une décharge électrique. Le cœur qui s'emballe. Une chaleur qui monte aux joues. C'est le système nerveux qui crie « Le signal est là, la drogue est arrivée ». L'ancien circuit est instantanément réactivé. L'espoir, cette bête sauvage et magnifique, se réveille d'un coup. Toutes les histoires que tu avais commencé à déconstruire reviennent en force. Il pense à moi. Il n'a pas pu résister. C'était bien de l'amour. J'ai bien fait d'attendre. Le soulagement est si intense qu'il ressemble à du bonheur. C'est le moment le plus dangereux. C'est l'intersection où tu peux soit retourner sur l'autoroute de la dépendance, soit prendre la petite route de campagne de ta nouvelle identité. L'ancienne réaction serait de répondre immédiatement, avec enthousiasme peut-être, ou en essayant de paraître détaché, mais la rapidité de la réponse trahirait ton attente. Tu répondrais en posant une question ouverte, pour maintenir la conversation, pour obtenir plus. Tu redeviendrais immédiatement celle qui demande,
celle qui a besoin. Ici, la nouvelle identité t'invite à faire une chose radicalement différente. La pause. Tu ne fais rien. Tu regardes le prénom sur l'écran. Tu sens le chaos dans ton corps, le cœur qui bat, la respiration courte. Et tu ne bouges pas. Tu respires. Tu laisses la vague d'adrénaline et d'espoir te traverser sans t'y accrocher. Tu observes ce qui se passe en toi comme un scientifique curieux. Intéressant. Mon corps est encore programmé pour réagir comme ça. Il croit encore que ce signal est la source de ma survie. Tu attends que la vague passe. Ça peut prendre 5 minutes, 1 heure. Tu attends que ton rythme cardiaque redevienne normal, que ta respiration s'allonge. Tu attends de retrouver ton centre. Et seulement alors, depuis cet endroit de calme relatif, tu te poses la question. Qu'est-ce que je veux faire ? Non pas qu'est-ce qu'il attend. Non pas quelle est la meilleure stratégie pour le récupérer. Mais qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant ? Peut-être que la réponse est de ne pas répondre du tout. Non pas comme une punition, non pas pour le faire mariner, mais parce que tu réalises que sa réapparition soudaine et sans explication perturbe ta paix intérieure, et que ta paix est devenue plus précieuse que sa validation. Peut-être que la réponse est de répondre, mais plus tard. Une réponse simple, polie et fermée. Oui, ça va, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Point. Pas de questions. Pas de porte ouverte. Tu ne donnes pas d'informations sur ta vie. Tu ne lui donnes pas de nouvelles matières à travailler. Tu es cordial, mais tu n'es plus accessible. Tu communiques, par ce simple message, que le centre de ton univers n'est plus en attente de ces nouvelles. Ce n'est pas un jeu, c'est une frontière. C'est la différence entre une réaction et une réponse. Une réaction est automatique, dictée par la blessure. Une réponse est consciente, choisie, dictée par ta valeur. En choisissant de répondre depuis ton centre, tu envoies un message à ton propre inconscient, bien plus puissant que le message que tu lui envoies à lui. Tu dis à la petite fille sur les marches, « Tu vois, nous ne sautons plus de joie à la moindre miette. Nous méritons un repas complet, servi avec clarté et respect. Et en attendant, nous savons nous nourrir nous-mêmes. » Chaque fois que tu passes ce test, la nouvelle voie neuronale se renforce. L'ancien chemin s'affaiblit. La prochaine fois qu'il enverra un message, la réaction du corps sera peut-être un peu moins forte. La pause sera un peu plus facile. Le retour au centre sera plus rapide. Tu es en train de te reprogrammer. Tu es en train de naître à toi-même. Cette nouvelle identité n'est pas une armure. Tu ne deviens pas froide, dure ou insensible. Au contraire, tu deviens plus sensible, mais à toi-même. Tu deviens capable de sentir la différence subtile entre une connexion qui te nourrit et une connexion qui te draine. Tu deviens capable de dire non à ce qui te fait du mal, non pas avec colère, mais avec la clarté tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. La blessure ancienne ne disparaît pas. Elle ne sera jamais complètement effacée. Elle fait partie de ton histoire. Mais elle cesse d'être le pilote secret de ta vie. Elle devient une cicatrice. Une cicatrice te rappelle que tu as été blessé, mais elle est aussi la preuve que tu as guéri. Tu peux la toucher, te souvenir de la douleur, mais elle ne saigne plus. Parfois, par temps humide, elle peut te tirailler un peu. C'est normal. Mais elle ne dicte plus tes mouvements. Et un jour, tu te rendras compte de quelque chose d'étonnant. Tu n'as pas pensé à lui de toute la matinée. Son silence n'est plus un sujet. Tu es occupé à vivre. Tu ris avec une amie, tu es absorbé par un projet, tu savoures le goût de ton café. Chaud, cette fois. Et si par hasard, son nom te traverse l'esprit, ce n'est plus une décharge électrique. C'est juste un souvenir. Comme une photo dans un vieil album. Tu peux la regarder avec une certaine tendresse, peut-être même de la gratitude. Car sans le savoir, par son silence,
Il t'a offert le plus grand des cadeaux. Il t'a forcé à faire le chemin du retour vers toi. Si tu veux poser un acte pour marquer ce retour, tu peux laisser une phrase dans les commentaires. Pas pour lui, pas pour les autres. Une phrase qui est un vœu pour toi. Mon identité ne dépend plus de son silence. Ou la tienne. Une phrase qui ancre cette nouvelle vérité dans la matière et qui devient le premier paragraphe de ta nouvelle histoire.